Bonsoir, vous regardez Click, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 19h50 à la télévision et quand vous voulez sur MyCanal. Aujourd'hui, nous allons vous faire revivre les meilleurs moments de Click. Et ici, chez Click, on aime bien, comme tout le monde, s'envoyer des vidéos marrantes le soir quand on traîne sur les réseaux sociaux. Vous ne le savez pas, mais Camille Dosser est surnommée la noctambule de WhatsApp. C'est vrai. Émilie, c'est le matin, elle se lève à 6h30, elle envoie au début son muesli et puis des vidéos rigolotes. Et on aimerait vous faire découvrir notre nouvelle passion chez Click. Elle nous fait mourir de rire en jouant des personnages complètement zinzin. Elle s'appelle Anaïd Rosam. C'est la première fois que je me fais une thérapie. Oui, et je viens vous voir parce que j'ai l'impression que mon mari devient un peu un manipulateur pervers en ce moment. Alors, avant d'employer des termes aussi forts, décrivez-moi un peu votre mari, d'accord ? Bah, il est de plus en plus agressif, il me trompe beaucoup, Pardon ? Non, excusez-moi, c'est juste que... Bon, j'enlève le masque de psychologue 2 secondes. Hop là. Non, c'est juste que mon ex-mari était pareil, donc je vois très bien à quoi vous faites référence. Voilà, je le remets. Tac. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? J'enlève le masque encore une fois. Quittez-le ce bâtard. Bien sûr, moi j'ai fait ça, ça a très bien marché. Je remets. Je peux vous proposer une thérapie de couple pour voir comment s'améliorent et évoluent les relations dans un futur proche. Franchement, on vous kiffe. Mais vraiment. Camille Dosser, peux-tu poser le personnage ? Anaïd Rosam, vous êtes un petit peu l'une de ces nouvelles têtes, nouvelles stars d'Internet et du réseau social Instagram. Vous publiez votre première vidéo fin janvier et elle fait seulement 13 500 vues. J'assume le seulement parce qu'il faut voir ce qui arrive ensuite. Quelques semaines plus tard, vous allez en poster d'autres, dont une qui va dépasser les 700 000 vues. Et 64 vidéos plus tard, des vidéos souvent de chant contre chant où vous jouez plusieurs personnages. Vous allez devenir un petit peu la nouvelle coqueluche et ça se confirme rien qu'en regardant finalement les gens qui vous suivent, les gens qui commentent vos vidéos. C'est pas mal. Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Rebecca Zlotowski, Vincent Lacoste. Être validé par le cinéma français, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors pour moi, c'est vraiment génial dans le sens où j'ai toujours voulu être comédienne. Les vidéos, elles sont arrivées un peu par hasard parce que j'étais en pleine étude de psycho et j'étais pas très scolaire. Donc je faisais beaucoup de vidéos pour rire, surtout en story. Et après, je me suis dit, c'est bête, ce serait bien de les garder, que ce soit pas temporaire. Donc j'en ai fait un compte vidéo et de manière très naturelle, vous voyez, c'est très minimaliste. Je me filme de très près et du coup, je pense que je me suis pas vraiment pris la tête par rapport à ça. Et que du coup, ça donne un truc un peu léger. Et après, du coup, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'ampleur. Et ça me fait énormément plaisir. Et je suis vraiment contente que des personnes que j'admire, dont j'admire le travail, valident ce que je fais. Surtout, vous le dites, vous êtes comédienne et pas comique. Vous ne voulez pas faire de la scène. C'est ça. Ce que vous voulez faire, c'est du cinéma. Ouais, parce que c'est souvent ce vers quoi on me voit aller, la scène, donc être humoriste ou même youtubeuse, pardon. C'est possible aussi. Oui, mais c'est vrai. Alors que non, pour moi, la scène, ça n'a jamais été vraiment dans mes plans. Je trouve qu'il faut un courage... incroyable pour monter devant des gens, alors que moi, je suis dans ma petite chambre en train de faire mes vidéos. Inès Reg, on va parler un peu de vous. Allons-y. Ça fait 5 ans que vous travaillez pour être humoriste. Comment est-ce que ça a démarré ? Moi, j'ai commencé... en fait, c'est grâce à ma sœur que j'ai commencé. J'ai toujours voulu faire de l'humour. Je n'osais pas trop aller faire des scènes ouvertes. Je n'osais pas me lancer, en fait, tout simplement. Et j'ai commencé par faire un petit tour au cours Florent. Et ma sœur m'a fait le cadeau. Elle m'a offert... elle a loué pour moi la salle du gymnase, la salle de 90 places. Et elle m'a dit, écoute, maintenant, tu as 2 mois pour écrire un spectacle. J'invite mes potes, t'invites les tiens. Et si tu fais rire, si tu les fais rire, tu me promets de te lancer. Et du coup, ça s'est bien passé. Et à partir de là, j'ai essayé de tenir ma promesse. Et ça fait 5 ans que je fais les scènes de Paris, que je vais jouer un peu partout mes 7 minutes. J'ai eu la chance ensuite d'intégrer le Jamel Comedy Club. Puis ensuite, étape par étape, on arrive au Marrakech du Rire. Marrakech du Rire, un sketch qui a fait parler de vous partout. Incroyable. Mais ce qui vous a fait exploser, c'est ça. Mon cœur. Quoi? On sort ce soir? Bah si tu veux, mais tu veux faire quoi? Aller manger dehors. Tu veux aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Bah ouais. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 € Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Bah
Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, il y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Arrête. C'est quand, où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Lui, bah, gagne plus d'oseille. Kevin, tu me veux bien. Inès Reg, un humour, ça s'appelle un hit. Souvent, ça prend une carrière, un humoriste, d'avoir un hit, un sketch qui répète à l'envie. Là, les gens rient toujours autant. C'est ce que j'étais en train de me dire. Merci beaucoup. Je me suis dit, mais ils vont plus rigoler. J'étais un peu gênée. Et en fait, vous faisiez des... Et tout, c'était cool. Est-ce que vous réalisez la puissance des réseaux sociaux? Parce que depuis ce passage-là, vous êtes complète jusqu'en 2020. Vous avez pris 1 million d'abonnés en un mois. Je n'en peux plus. Je suis dans un bon... C'est incroyable. Tous les jours, je sais même pas comment réagir. Je suis tellement heureuse. C'est vrai que les humoristes, on attend tous d'avoir ce moment, ce coup de lumière. Et j'ai eu déjà la chance de l'avoir par le Marrakech du Rire. Et je me serais jamais dit que j'allais faire une... Parce que j'ai toujours fait, en vrai, des vidéos avec Kevin. On en a toujours fait. Et je pensais pas que Moulure au plafond allait faire de moi la nana d'aujourd'hui. Et je suis tellement contente. Là, je commence à jouer mon spectacle ce vendredi. Je suis stressée de dingue. Parce que je me dis, Inès, c'est dingue, t'as pas encore commencé. Et t'es complet. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous demander le sketch sur scène? Moulure au plafond. Zara. Mais je pense que oui, c'est sûr. Parce que je me dis, quand je vais rentrer sur scène, c'est sûr et certain qu'on va m'en parler. Et bien entendu que dans le spectacle, il y a un énorme clin d'œil sur cette vidéo, puisque c'est... J'ai l'impression que cette vidéo, c'est le premier jour du reste de ma vie d'humoriste, quoi. Ça dit aussi quelque chose sur l'époque. Ça dit qu'aujourd'hui, avec très peu de moyens, on peut faire un maximum de bruit. C'est clair. Eva, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez expliquer quel est votre métier et quel est votre âge? Parce qu'à votre âge, vous faites beaucoup plus de métiers que la plupart des gens. Oui, mon métier, c'est quoi? Je crois que c'est de vivre ma passion, d'être chanteuse et voilà, de faire kiffer les gens. Je pense que c'est ça mon métier. J'ai 18 ans et voilà, je viens de commencer la musique il y a même pas un an. Parce qu'en un an, vous êtes déjà à disque d'or. Il y a des documentaires, des émissions sur vous. Ouais. Vous êtes considérée comme une des plus grosses influenceuses. Est-ce que vous pouvez expliquer à Marc Fraise et aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est qu'une influenceuse? Pour moi, ça me caractérise pas assez bien parce que influenceuse, c'est un peu genre, en gros, j'influence les gens, mais j'influence personne. C'est voilà, pour moi, je pense que c'est les adolescentes ou même les mamans qui m'aiment bien, ou les petites filles aussi, qui s'identifient à moi et qui, ou même peut-être pas, mais qui aiment ma façon d'être. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut tellement se montrer, en fait, et les gens, ils peuvent tellement découvrir notre personne, notre personnalité, que du coup, voilà, je pense que c'est une nouvelle manière un peu de sortir de sa vie, en fait. On regarde les réseaux sociaux et voilà, on arrive dans la vie de quelqu'un d'autre qui nous montre autre chose, donc voilà. Octobre 2018, vous publiez votre premier single qui s'appelle Mood et qui cumule des dizaines de millions de vues sur YouTube. Et on écoute. Ça rend fou. Et Eva Queen vient de sortir son premier album, disque d'or en moins de 2 mois. Combien de temps ça représente le travail chez vous, en fait? Parce qu'à 18 ans, sincèrement, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, 18 ans, je faisais, à part regarder Dragon Ball, pas grand-chose. Combien de temps ça représente le travail pour moi? Je crois que c'est tout le temps, en fait. Parce que quand on est une personne publique, en fait, c'est un peu un travail quotidien parce que forcément, après, on doit... moi, personnellement, j'entretiens mes réseaux sociaux. Après, même dans la rue, c'est du travail, en fait, de devoir parler avec les gens, de discuter, de faire des photos. C'est pas anodin, quoi. Donc voilà, c'est tout le temps. Alain Damasio, vous êtes un des maîtres de la science-fiction française. Vous avez reçu en 2006 le Grand Prix de l'imaginaire pour votre roman La Horde, du contrevent vendu à près de 300 000 exemplaires. 15 ans d'absence. 15 ans pour écrire votre 3e roman qui était très attendu. Ça s'appelle Les Furtifs. Nous sommes en 2040. La surveillance est totale. La vie est saturée de technologie. Les faits et gestes des citoyens sont surveillés et ils sont abreuvés de publicités ultra personnalisées. Ce n'est pas de la science-fiction. Non, c'est le présent. C'est le présent, c'est ce qu'on vit. Mais bon, la science-fiction n'a jamais eu en réalité vocation à prédire l'avenir. Elle a vocation à décrypter le présent, à l'interpréter et en faire saillir les lignes de force, quoi. Donc on projette à 20 ans pour dire « Ok, c'est pas encore complètement là, mais en réalité, on travaille sur le réel et sur le présent ». Ce que vous racontez, c'est que
Avant, on imaginait, quand par exemple on regardait Terminator, on imaginait que l'ennemi, ce serait des grands robots venus du futur. Mais en fait, ce que vous racontez, c'est que l'ennemi, il est dans notre poche. Voilà. Vous tenez dans la main, là. Ben, c'est-à-dire que c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que personne nous a mis un pistolet sur la tempe pour nous dire achetez des smartphones ou mettez-vous sur Facebook ou cherchez sur Google, etc. Et en réalité, on a mis à notre disposition tout un ensemble d'outils pour maximiser notre auto-aliénation, notre servitude volontaire, notre capacité d'addiction qui est extrêmement forte. Et ces outils sont là, on les empoigne, on les utilise. Et sans s'en rendre compte, très rapidement, on se met dans des boucles d'addiction qui sont extrêmement fortes et dont on a beaucoup de mal à sortir. Moi, ce que j'appelle le techno-cocon, cette espèce de cocon technologique, cette chrysalide là, de fibre optique qu'on a autour de nous. Et voilà, il faut la déchirer. Il faut arrêter d'être juste une chenille. Il faut essayer de devenir un papillon en sortant aussi de la chrysalide, au moins de temps en temps. Il y a énormément d'historiens qui ont travaillé sur l'impact des drogues dans les quartiers, souvent les quartiers pauvres, en disant souvent certains gouvernements, pas en France pour le coup, ont laissé les narcotrafiquants s'implanter dans les quartiers pour endormir les masses populaires et ne pas favoriser l'émergence de masses populaires. Ouais. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec les téléphones, est-ce que finalement, ce n'est pas le même travail? Est-ce qu'on n'est pas tous endormis? Non, mais c'est une référence super intéressante parce que si tu prends l'inventeur du mot contrôle que reprend Deleuze derrière, c'est William Burroughs, qui est un auteur de science-fiction et de fantastique. Et Burroughs, il dit la plus belle de toutes les marchandises, la plus forte, la plus puissante, c'est la drogue, parce qu'elle génère sa propre addiction. C'est une marchandise qui te met sous ta propre servitude, et c'est toi qui alimente quotidiennement cette boucle d'addiction. Et tu te dis, c'est la plus belle des marchandises. Et aujourd'hui, la plus belle des marchandises, c'est le smartphone ou c'est le numérique, au sens où elle a réussi aussi à sa façon à générer ces boucles d'addiction, ces récompenses, ces circuits dopaminiques, comme on dit, c'est-à-dire que ça active ces neurotransmetteurs de la dopamine, et ça nous fait rentrer dans des circuits de récompense régulières. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Ouais, c'est l'hormone du plaisir, et qui est en quelque sorte activée en boucle par des chaînes stimuli-réaction, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, sur une page Facebook, vous avez régulièrement des notifications, régulièrement des alertes, etc., qui vous maintiennent dans une sorte de récompense ou de rétribution symbolique, en quelque sorte, mais qui est aléatoire. Et le fait que ça soit aléatoire, ça maximise l'addiction. C'était quelque chose que le comportementaliste Skinner avait montré, c'est-à-dire que si vous mettez un rat dans une boîte et que vous lui mettez un petit... en fait, une manette qui permet de donner de la nourriture, et que cette nourriture, elle est aléatoire. C'est-à-dire qu'il appuie, des fois ça donne de la nourriture, des fois ça donne pas de la nourriture. Si c'est aléatoire, alors l'addiction est maximisée. Si la récompense est systématique, le taux tendanciel d'intérêt chute. Et ça, ils l'ont compris, ils l'utilisent évidemment dans les jeux vidéo, mais ils l'utilisent aussi pour designer une page Facebook, pour designer un fil Twitter, etc. Mais d'où les codes couleurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Imaginez, Dave, un téléthon. Sauf que là, c'est pas la télévision, c'est sur les réseaux sociaux. Ici, les célébrités sont des joueurs de jeux vidéo et en 3 jours, ils ont réussi sans aucun média, sans le soutien de personne, juste avec leur communauté, à réunir 3,5 millions d'euros au profit de l'Institut Pasteur. Ce soir, les organisateurs du Z-Event, Zerator et Dash, sont dans Click. Bonsoir Zerator et Dash. Bonsoir. Et tout d'abord, bravo, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Vous vous rendez compte, Dave, 3,5 millions d'euros en 3 jours. Adrien Nougaret, alias Zerator, à l'origine, vous êtes un streamer. Vous filmez vos parties qui sont retransmises en direct sur le réseau social Twitch. Vos parties, c'est-à-dire? Ils filment leurs parties de jeux vidéo. J'ai entendu vos parties, je dis tiens. Non. On n'y est pas là encore. C'était pour plus tard, ça, ce sera pour plus tard. C'est quelle chaîne? C'est un autre site. Vous avez des communautés puissantes sur YouTube, Twitch et Twitter. Alexandre Dachary, alias Dash, vous êtes le sidekick d'Adrien. Le sidekick, c'est le partenaire, le frère d'armes. Vous partagez l'élaboration des projets, des événements ensemble. En 2019, vous créez tous les deux un ZLAN où s'affrontent différents types de joueurs anonymes ou connus. Il a dit ZLAN. On dit quoi? On dit ZLAN? ZLAN. Comme ZLAN. Comme Z en anglais, quoi. Oh là là. Expliquez à Dave un ZLAN. En fait, c'est plein de joueurs qui se mettent dans un hangar, qui ramènent leur machine et qui font des compétitions de jeux vidéo. Et à la fin, il y en a un, en l'occurrence, il y en a 2 parce qu'on faisait en duo. À la fin, il y a un duo qui gagne et c'était 50 000 € pour les 2 gagnants. Voilà. Et ils sont allés cet été dans une salle que vous connaissez très bien, Dave, c'est le Zénith de Strasbourg, à l'occasion de la Trackmania Cup. C'est vrai. Compétition de jeux vidéo que vous avez organisée et présentée. Regardez, c'est très impressionnant.
Salut. Salut en ligne. Bon, mais calmez-vous. Ça m'embête. C'est pas censé être à la télé, ça m'embête. Pourquoi? Parce que on fait ça comme à la maison, à l'arrache. On était que 30 000. Entre potes. On était que 8 000, ça va non plus. Expliquez-nous le Z-Event, parce que ce qui s'est passé ce week-end, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Expliquez-nous d'où c'est parti, comment ça s'est organisé. Grosso modo, en 2016, on faisait partie tous les deux d'un collectif caritatif qui s'appelait Avengers et qui consistait à répondre en cas d'urgence à des crises sous-médiatisées. Et suite à cet événement qui avait plutôt bien marché à l'époque, on s'est dit que ça pouvait être sympa de créer un autre événement avec notre patte pour pas nécessairement répondre en situation de crise, mais un peu quand on le souhaitait. Et pour ça, on s'est décidé à rassembler un certain nombre d'animateurs connus du milieu et d'amis à nous dans l'optique de lever des fonds pour des associations caritatives, tous ensemble, dans la bonne humeur, tout simplement. Ici, on a un professeur de rhétorique. Il s'appelle Clément Viktorovitch et il vient nous remettre les points sur les i. Bonsoir Clément. Bonsoir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Squeezie et de sa rhétorique. Mais exactement, je vais nous parler de la Zilla. Moi, je vous ai regardé tout le week-end, 55 streamers, joueurs de jeux vidéo engagés pour l'Institut Pasteur. J'ai trouvé ça formidable. Et en 3 jours de direct, forcément, il se passe des moments étonnants. Dimanche soir, aux alentours de 19h, il s'est notamment passé ceci. Mais là, c'est le The Event, c'est maintenant. Là, vous savez que c'est un événement fiable, vous savez que c'est en plus organisé par des gamers, par des gens comme vous. Vous faites d'une pierre 1000 coups en faisant ce don de 1 € aujourd'hui. D'une pierre 1000 coups. Vous aidez des gens dans le besoin. Vous permettez à Domingo de faire un marathon. Vous faites rayonner la communauté gaming. Vous êtes incroyables. C'est aujourd'hui qu'il faut se bouger. C'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Come on, les amis. Let's go, les amis. Alors, le vidéaste qu'on voit ici, c'est Squeezie, l'un des plus gros youtubeurs français. Dans le week-end, il a fini par arrêter de jouer pour se contenter d'haranguer sa communauté afin de les inviter à donner des dons. Autrement dit, il s'est mis à produire du discours. Moi, j'ai pris ça au sérieux et j'ai décidé d'analyser la rhétorique que déploie Squeezie. Et j'ai repéré notamment 2 outils qu'il utilise principalement. Regardons le premier de ces 2 outils. On lâche rien, je veux personne qui lâche. Je veux personne qui lâche. 93 000, je veux personne qui lâche. On va y arriver. On va y arriver. C'est long, mais on va y arriver. C'est ça la Commu FR. C'est ça la Commu FR. C'est vous la Commu FR. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est l'une des figures préférées de Squeezie. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend des fragments de discours qu'il répète comme ça de manière quasi obsessionnelle. Si on veut avoir l'air savant dans une soirée, ça s'appelle une épanalepse. En rhétorique, l'épanalepse, c'est la figure de la répétition simple. On peut aussi C'est dur à appeler ça... placer dans une soirée. Ça dépend des soirées dans lesquelles tu vas. Une soirée spéciale. Oui, c'est ça, c'est un peu particulier. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un classique du discours politique et notamment des discours qui veulent mobiliser des foules. On le retrouve notamment dans l'appel du 18 juin du général de Gaulle, où le général de Gaulle dit « Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. » Ah ouais, ça. Tout de suite, ça fait sens. Hein. Ouais, non, mais moi, je vois ça y est, on comprend là. Squeezie, général de Gaulle, c'est limpide. Mais j'y pensais, je n'osais pas le dire. Bien sûr. C'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on fait ça. Parce que le simple fait de répéter un même fragment de discours suscite de l'émotion, suscite de l'enthousiasme. Et cet enthousiasme peut être utilisé pour inciter à passer à l'action, qu'il s'agisse de prendre les armes dans la résistance ou de donner pour l'Institut Pasteur. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, spontanément, Squeezie utilise une figure qui est adaptée à son projet argumentatif. Et c'est aussi le cas pour la deuxième figure qu'il a utilisée. Regardez comme ça grimpe. Regardez quand tout le monde se met à le faire. Regardez quand tout le monde se dit « Ok, j'ai compris, vamos, on agit tous ensemble. » Regardez ce qui se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la communauté du Gaming FR, elle brille. C'est aujourd'hui qu'elle aide des gens. C'est aujourd'hui qu'on est tous là pour la même chose. C'est aujourd'hui que tous ceux qui se sont dit « Oh, ma petite action individuelle n'aura pas d'impact. » C'est aujourd'hui qu'ils passent au-delà de cette phrase et qui font des dons. Alors là, ce qu'on voit, c'est une figure du discours qui est devenue extrêmement célèbre depuis le mois président de la République de François Hollande. C'est une anaphore, une succession de phrases qui commencent toutes par le même mot ou le même groupe de mots. C'est intéressant parce que cette figure, c'est surtout une figure archi-classique du discours politique et notamment du discours de meeting. Et là non plus, c'est pas un hasard qu'on la retrouve chez Squeezie. Les anaphores, elles instaurent un rythme dans le discours, elles créent un rythme. Ce rythme permet de construire un crescendo, de construire progressivement une montée en intensité. Et cette montée en intensité, qu'est-ce qu'elle fait ?
fait, elle crée un souffle épique, d'autant plus que là, c'est redoublé par une musique qui la soutient. Donc là aussi, c'est parfaitement adapté, ça crée quoi? De l'enthousiasme et ça incite à donner. Ce qui est intéressant, c'est que Squeezie, certes, c'est un gamer, mais en fait, comme bon nombre de vidéastes, de joueurs, de streamers, c'est aussi avant tout un brillant animateur, c'est un brillant orateur. Et ça marche. Là, dans ce qu'on vient de faire, de voir, en 20 minutes, Squeezie récolte 75 000 € de dons. Conclusion, ce week-end, la rhétorique comme le streaming ont été mis à profit d'une bonne cause. Bravo Clément. Et bravo Squeezie. Vous avez fait rayonner le jeu vidéo, avez montré une autre image du jeu vidéo. Et ce qui est drôle, c'est la dichotomie entre la perception du vrai public qui vous suit, qui donne, et celle des médias où vous refusez d'aller parce qu'on vous stigmatise encore. Personnellement, je pense que c'est surtout un problème générationnel et que ça sert à rien d'aller essayer de convaincre des gens qui sont persuadés du contraire, qui ont plus de 50, 60, 70 ans. Je pense que ces gens-là qui sont convaincus ne changeront pas d'avis. Et quand nous, on aura 50, 70, 80 ans, là, on saura que oui, ça peut exister. Donc, je pense que c'est plus un problème générationnel et qu'il ne faut pas s'obstiner à vouloir convaincre de l'inverse. Aujourd'hui, Internet vit de lui-même, nous aussi, donc c'est pas très grave si les gens ne suivent pas. On a le même combat. Voilà. C'est sa première fois sur un plateau de télévision. C'est l'un des plus grands champions de jeux vidéo. Il s'appelle Gotaga et Gotaga est dans Click. Quel accueil! Gotaga, tu es le streamer français le plus suivi sur Twitch. Tu as 3,48 millions d'abonnés sur YouTube. Avec bien renseigné. Pas mal, avec plus de 547 millions de vues. Ouais. Tu t'appelles Corentin Houssen. Les gens te connaissent sous le nom de Gotaga. Tu as 26 ans. Ouais. Tu es né à Mantes-la-Jolie. 78, c'est pas le bout du monde, faut prendre le train. Maman, femme de foyer, père informaticien. C'est ça. Enfant, tu voulais devenir vétérinaire. Putain, mais tu connais mieux Nike que moi, c'est incroyable. C'est mon chien Couscous qui me l'a dit. Un jour, ton père t'offre une Xbox. Et là, à 8 ans, tu deviens dingue de ça. Ah ouais, je me suis complètement enfermé dans ce monde-là, clairement. De base, c'est plus jeune, en fait, j'étais plutôt très sportif. Maintenant, ça se voit pas trop, mais de base, j'étais vraiment dans cet univers-là. Et j'ai eu des petits problèmes de santé à cause de l'asthme, etc. Je me suis un peu renfermé sur moi-même, je suis devenu très introverti. Et à Noël, il m'a offert une Xbox. De base, c'était un peu pour toute la famille, parce qu'on est 5 frères et sœurs. Et j'ai complètement adoré, accroché cet univers-là. Et je me suis fait des vrais amis, qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Et on a vécu une histoire dingue. Et donc, c'est le jeu vidéo qui t'a ouvert au reste du monde, qui t'a permis de t'ouvrir. Clairement, ouais, t'es un des premiers Français à publier des vidéos de toi en train de jouer en direct. Ouais. Succès immédiat, notamment grâce au jeu Fortnite. Tu as explosé en même temps que le jeu Fortnite. Valérie, est-ce que vous connaissez Fortnite? Non. Jimo, est-ce que tu peux expliquer les règles de Fortnite à Valérie? Bah, c'est très simple. En moins de 16 ans. Ah, ok. Bon, ben, il y a un hélicoptère. Il te largue sur une map. Oui. Une carte. Une carte, pardon. Et quand tu es sur la carte, tu dois construire une échelle. Je sais pas pourquoi. Tu commences par faire des échelles et tout pour te cacher. Et parce qu'en fait, il y a les autres aussi qui ont été largués par hélicoptère, parce que t'es pas seul. Et c'est une battle royale comme ça, avec des armes. Ce qu'on voit là, en fait, c'est ça. C'est Fortnite. C'est Fortnite. Tu vois, il y a des escaliers là. Gotaga, c'est à peu près ça les règles? Ouais, c'est à peu près ça. C'est un espèce de battle royale où on est 100 joueurs et il faut être le dernier survivant avec justement, tu dois trouver des armes, tu dois trouver du stuff, etc. Et en 2012, ça devient très sérieux, l'aventure Gotaga. Là, vraiment, on parle de Gotagamania. Tu crées ta propre entreprise et plus tard, tu cofondes avec Néo de la Team Vitality, une équipe professionnelle d'e-sport. Vitality, ouais. Ouais. Est-ce que tu pouvais imaginer que cette équipe, aujourd'hui, représente la France dans le monde entier? Bah forcément, c'était le projet qu'on avait initialement, mais que ça prenne une telle ampleur, non, jamais on l'aurait espéré que ce soit Néo ou moi. Jamais. Aujourd'hui, ça prend des proportions dingues. Bon, il y a des jeux comme Fortnite qui aident énormément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était l'e-sport. Il y a pas mal de jeunes qui ne savaient pas qu'il y a des compétitions, que d'autres s'affrontaient, etc., représenter la France. Et Fortnite, ça a été vraiment, je pense, le jeu qui, vu qu'il a complètement explosé en termes d'audience, qui a un peu ouvert, c'était un peu la vitrine à l'e-sport. Et surtout, souvent, quand on dit e-sport, il y a un regard méprisant, alors que c'est du sport de haut niveau, qu'il faut une concentration exceptionnelle, il faut des nerfs d'acier.
faut être capable d'assumer la pression parce que tout le monde te regarde. Et surtout, ça va à une telle vitesse qu'il faut une acuité visuelle pas possible. Il faut être capable de se repérer dans la carte. Il y a quelques caractéristiques qui sont très similaires à celles du sport. Ouais. C'est quoi les qualités pour être un grand e-sportif ? Faut savoir gérer la pression, il faut avoir un travail d'équipe, à part si tu joues forcément sur un jeu solo. Il y a des jeux où c'est vraiment que ton niveau à toi. Il y a un talent individuel, mécanique, que certains ont, que d'autres n'ont pas. Un peu comme des Messi, Ronaldo, il y en a certains, tu te dis mais comment ils font en fait ? Comment ils peuvent prendre ce genre de décision, etc. Le Gotaga On Tour, je vous conseille vraiment d'y aller. Du 11 octobre au 13 décembre 2019, surtout si vous ne connaissez pas le e-sport, vous allez vous prendre le phénomène en pleine tête et vous ne l'oublierez jamais. Et on a une petite surprise pour toi. Néo, qui a fondé avec toi la team Vitality, a un message. Salut Mouloud et toute ta clique, je crois que vous recevez l'indémodable, le Gotaga. Alors je le connais depuis 8 ans le monsieur et j'ai une question pour lui. Frérot, tu sais que tu fais le Gotaga On Tour bientôt, c'est quoi la prochaine étape ? Le Stade de France ? Alors ? Il dit pas non, hein ? Non. Mais non, parce qu'en plus, il y a des petits papiers, la Vitality avec le Stade de France, là dernièrement, justement pour tout cet aspect un peu gaming house. Oui, non. on n'a plus le temps là, en 10 mots. Oui. Oh, c'est dur, c'est dur. Forcément, oui. Voilà. Apparemment, il y a 1 jeune sur 3 qui considère que ses études lui servent à rien. Ah ouais ? Eh ben nous, c'est 2 sur 2. Hein. Après, je les comprends. Tu sais qu'il y a des enfants qui touchent juste 1 million d'euros en jouant à Fortnite. 1 million d'euros en jouant à Fortnite ? Oui. J'ai fait un BTS MUC, sa mère. C'est quoi MUC ? Je sais même pas, j'ai jamais su de ma vie ce que c'était. J'ai fait ça 2 ans et je sais toujours pas c'est qui MUC. Et moi, mes gosses, ils feront pas d'études, hein. Je préfère te prévenir tout de suite. Ils vont jouer aux jeux vidéo toute leur vie. Si je leur vois lire un livre, ça va. Non, faut pas leur mettre la pression. Laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de leur mettre la pression. Moi, franchement, si j'ai fait mes études, mais c'est pour ma mère. Hein. Tu sais que carrément, quand j'ai eu mon bac, c'est elle qui l'a mis sur son CV. Mère de Fadili qui a eu son bac. Eh ben, je te jure que moi, c'est pire. Moi, ma mère, elle a appelé tout le monde au bled et leur a dit ça y est, mon fils a le bac, il est médecin, alhamdoulilah. Moi, il y a un truc que je trouve un peu cruel à l'école. Tu vois, c'est ce truc de comparer les élèves entre eux. On n'a pas les mêmes capacités, les gars. Moi, je suis traumatisée. Fadili, 7 sur 20. Mais pourquoi tu le crées à tout le monde? C'est quoi ton problème? C'est personnel, Non, mais tu sais quoi le pire? C'est les achats des fournitures scolaires, c'est trop cher. Ça coûte des bras, ça, excusez-moi. En plus, c'est de l'argent gaspillé. Moi, mes compas, ils finissaient sur le plafond, mes équerres sur des nuques. Les gommes sur des fronts. C'est incroyable. Franchement, n'étudiez pas, on faisait du cirque. Je te jure. Bah, après, c'est pas ce qu'on vous dit. Enfin, on vous dit pas que l'école, c'est nul. On vous dit juste, faites les bons choix. Tu vois? Genre, faites pas MUC. Ouais. Ça, si vous pouvez éviter. Ah, mais MUC, ça veut dire management des unités commerciales. Ah ouais? Ça veut dire que je suis manager? T'es viré. Allez, rentre chez toi, c'est bon. Plus besoin de toi. Éric Orsena, vous êtes entré à l'Académie française en 1998. Le 1er juin, l'académicien Michel Serres nous a quittés et Dieu sait qu'on l'aime énormément. Je l'avais rencontré, je lui ai demandé un mot pour les générations futures. J'aimerais qu'on le regarde. L'entretien touche à sa fin. Oui. Est-ce que vous avez un mot pour les gens qui vous regarderont dans le futur? Oh mon Dieu, c'est impressionnant. Oui. Vous savez, en français, le mot tendre est à la fois un adjectif et un verbe. Je tends vers avec beaucoup d'intensité, n'est-ce pas? Et puis je suis tendre envers ma bonne amie, vous voyez? Et donc c'est du dur et du doux. Tendez vers l'avenir, tendez vers un bon métier, mais voyez, soyez pacifique, soyez tendre. Oui. Ben, c'était mon ami. Là, il y a une photo, on est à Brest, dans une librairie qui est au fond le résumé de ce qu'était Michel, c'est-à-dire dialogue. C'est-à-dire dialogue entre le savoir et puis ce qu'on peut appeler le spirituel, dialogue entre toutes les générations. C'est lui qui a magnifiquement expliqué notre nouvelle génération avec petite poussette, hein, avec nos pouces là, qui vont prendre des dimensions insensées. Il explique qu'aujourd'hui, ce que représentent les smartphones, c'est une révolution aussi considérable que l'invention de l'imprimerie. Tout à fait, c'était ça. C'est-à-dire il était gourmand du nouveau. Et il avait fait son dernier livre, qui est formidable quand même, après une vie aussi longue, en disant « Ne croyez pas qu'avant c'était mieux ». DJ Fleck, votre vrai prénom c'est William, vous avez 33 ans, vous êtes français. Vous avez grandi dans le Val d'Oise et vous êtes devenu, à force de travail, le DJ et le compositeur français le plus écouté au monde. Vous cumulez 4,6 milliards de vues uniquement sur votre page YouTube. Donc ça fait un humain sur deux
qui vous connaît statistiquement. Hein. Et cette nuit, vous avez dépassé les 7 millions d'abonnés sur Instagram. Le magazine Forbes vous a classé dans les 15 DJ les mieux payés au monde. Donc grandi dans le 95 et un jour, on se retrouve à mixer sur l'Arc de Triomphe. Cette image, elle dit beaucoup parce qu'en fait, quand on parle de DJ Snake, on voit que vous êtes un des plus gros vendeurs aux États-Unis et dans le monde. On pourrait parler de rêve américain, mais là, en mixant sur l'Arc de Triomphe, en fait, vous réalisez un rêve français. Ouais, complètement. C'est le retour aux sources, en fait. Le retour à quelque chose d'emblématique et qui est fort dans le message. Et l'Arc de Triomphe, vous la voyez de loin comme quelque chose d'inaccessible? C'est la première chose qu'on voit quand on arrive de la 86, quand on vient de chez nous. Quand on arrive à Paris, pour de vrai, c'est le rond-point des Champs. Chez vous, dans le 95. Ouais. Et voilà, comme son nom l'indique, l'Arc de Triomphe. Vous avez grandi dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne, je le rappelle, d'abord dans une cité HLM à Hermont, puis au Plessis-Bouchard. Votre mère est algérienne, elle alternait les emplois entre nourrice et femme de ménage, notamment à l'aéroport de Roissy. Maintenant, vous passez votre temps dans les avions. Ouais. Votre père est français, forain, et quitte le foyer quand vous avez 2 ans. Il vous laisse avec votre mère et votre petit frère. Et là arrive la musique dans votre vie avec des platines en 6e. La chance d'avoir une maman qui m'a laissé rêver, tenter quelque chose. Tous les enfants n'ont pas de passion. Je pense que c'est un réel problème. Et voilà, moi, je tombe amoureux de la musique, de trucs de DJ. Ma mère m'a soutenu et a travaillé dur pour me filer un peu d'argent pour mes premières platines, etc. J'étais très très jeune, j'avais pas encore l'âge de bosser. Et voilà, j'y ai cru, ma mère y a cru, m'a soutenu. Est-ce qu'on peut regarder toute la planète qui danse sur DJ Snake? Allons-y. Allez, on regarde. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui. Quand on met... Et c'est réellement la vie de DJ Snake, vraiment. Il est tous les soirs dans un pays différent devant 100 000 personnes. Quand on est dans cette vie-là et qu'on rentre tout seul dans sa chambre d'hôtel, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Bah, tu dors. Vous êtes le chef pâtissier du palace parisien Le Meurice. Vous avez 34 ans. En 2018, vous avez été élu meilleur pâtissier du monde et votre vie, vous la passez aux 4 coins de la planète parce que vous, Cédric Grolet, le natif de Firminy, petite ville de 17 000 habitants dans la Loire, êtes désormais une star mondiale. Vous êtes suivi par 1,4 million de personnes sur les réseaux sociaux et il paraît que vous avez tout prévu. Ça fait beaucoup de choses. Tout prévu, depuis tout petit, ouais, j'ai toujours dit à papa et maman, un jour tu verras, vous verrez, je serai le meilleur pâtissier du monde. Bon, ils me riaient, ils me disaient toujours, oui bien sûr mon fils continue à rêver. Qu'est-ce et j'ai qu'ils faisaient, toujours vos continué à parents? rêver. Pas du tout dans le métier. Ouais. Mon père était routier, ouais. Je le voyais pratiquement jamais. Et maman, toujours, on est nombreux dans la famille, donc à nous élever. Elle était coiffeuse, elle a arrêté son métier, elle s'occupait de nous. On est 6, donc c'était un peu compliqué. Votre spécialité, c'est en fait, c'est des trompe-l'œil. Ouais. C'est-à-dire que c'est des citrons qui ont des têtes de citron, mais à l'intérieur, c'est des pâtisseries. Là, derrière, ce qu'on voit derrière moi, c'est la fraise. Exactement, ouais. C'est extrêmement bouleversant de bonheur quand on mange ça. Vraiment, je vous le dis. Ce qui se passe, c'est que c'est également très léger. En fait, il y a à l'intérieur, le cœur de ce dessert, c'est 100% fruits. Il n'y a aucun sucre rajouté. On n'est que sur du fruit. J'essaye de vraiment rechercher des choses qui n'abîment pas la nature et le côté vraiment hyper simpliciste, en fait. Ce qui permettra d'avoir quelque chose de vraiment franc en bouche. Vous avez prononcé un mot qui caractérise toute l'œuvre de Cédric Grolet, c'est le mot recherche. Donc, les études, c'était pas trop fait pour vous? Non, pas du tout. Pas très fort en maths, pas très fort en sciences. Pas du tout fort. Pas très fort en histoire. Donc, ouais. Vous faites un BEP à 14 ans. CAP. CAP. Ouais. Et là,
vous décidez de faire de la recherche. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre quand on fait de la pâtisserie, à votre niveau, c'est qu'il faut être bon en physique, en chimie, il faut maîtriser toutes ces notions. Donc, comment on passe du mauvais élève au geek des fourneaux? En fait, je pense qu'on a tous quelque chose qu'on aime faire. Et si on le fait bien et jusqu'au bout, on arrive à en faire sortir quelque chose. L'histoire de Riles est incroyable. Ça aurait pu s'appeler Started from the Bottom. Vous avez 23 ans, vous avez grandi à Rouen-Riles. Votre mère est femme de ménage, votre père alterne les petits boulots, mais il est surtout musicien. Vous commencez à faire de la musique très tôt, vous êtes autodidacte, vous apprenez tout seul sur Internet avec ce qu'on appelle des tutos. Instru, mix, production, mastering et même les clips, c'est vous qui les réalisez encore. Tout a été fait dans votre chambre à Rouen et ça devient viral depuis... Écoutez le chiffre, Léa Drucker, ces clips ont été vus plus de 250 millions de fois. C'est génial. Vous partez en tournée internationale dans le Jungle Tour et cet album est une réussite. Ça s'appelle Welcome to the Jungle, exactement. Et Riles a réussi à faire quelque chose de très très rare, c'est de faire la transition entre l'internet, les vues et le véritable public, la scène. On regarde Riles sur scène. I will fight the vision, but the vision is so clear. Feeding my soul with my sins. I'm choosing my life for the ending. I think I'ma do it. Just myself in the sea. I think I'ma do it. Need no one. I think I'ma do it. Just myself in the sea. I think I'ma do it. Need no one. Ce qu'il faut vraiment expliquer, Léa, quand on voit Riles, le phénomène, la foule qui se déplace, c'est que c'est quelqu'un qui fait tout seul. C'est-à-dire que tout ça, ça a été pensé là. Ouais, exactement, ça a démarré... Attends, je peux te montrer un truc juste avant de commencer à parler. J'ai retrouvé, c'était en 2015, un tweet que je t'avais envoyé et que tu l'avais retweeté à l'époque. Je te laisse regarder. Waouh, à l'époque où j'avais Twitter. Ouais. J'ai fait tout de A à Z. Un petit soutien pour mes 19 piges. Oh. Ouais, et t'avais retweeté à l'époque et c'était le... Ah bah, je suis content. C'était les débuts, ça a commencé comme ça, en mettant sur SoundCloud, en essayant de gratter à droite à gauche un petit retweet. Et au fur et à mesure, commencer à se professionnaliser, à rentrer un peu plus dans les codes de la musique. Et c'est des débuts qui ont payé, parce qu'il y a des débuts un peu plus hasardeux. Ouais. Non? Si. Pas du tout. On va parler d'une artiste qui se faisait appeler Claude Grenat. La voici. Est-ce qu'elle vous fait penser à quelqu'un, Léa Drucker? Et on a retrouvé un clip de cette Claude Grenat. Oui. Et ça s'appelle Juste quelques emmerdes. Bon, c'est l'heure où les problèmes arrivent. En plus, j'avais déjà un dégât des eaux. Mes migraines passent à l'offensive et j'ai cramé le grenier à cause d'un mégot. Pendant que le chien bouffait tous mes Prozac, je suis désolée, j'ai comme une envie de vider mon sac. Ah, j'ai aussi cassé la clé de la serrure ce matin. Mais bon, comme toujours, je reste positive. Je reste forte, car rien ne m'atteint. Juste quelques emmerdes qui s'immiscent dans mon quotidien, qui viennent noircir un ciel d'été indien. Pierre Richard devient qu'un comédien, un destin à l'allure kafkaïen. Juste quelques emmerdes qui sonnent à la porte de ma vie. L'espoir démissionne sans préavis. Des faits divers, des péripéties. Ah, j'ai un Larsen là. Ah, ça fait mal, ça merdouille là. Ah, ça merdouille là. Merde, oui. Bonjour, maître Galibet, huissier de justice. Oui, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, on est en train d'enregistrer un morceau. Bah oui, mais votre mari il joue et il perd, donc on va récupérer les instruments. Bah, vous pouvez pas attendre qu'on ait fini, juste. Non, on va y aller là, Simon. Juste à caper. Bah non, pas le micro. Bonsoir Prime. Salut mon Loud. Comment ça va? Super. Il y a plein de gens qui vous connaissent, qui vous ont vu sur Internet, sur YouTube. Et il y a très peu de gens qui vous ont vu à la télévision parce que vous n'avez jamais fait de télévision. Ouais, jamais. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je me suis toujours dit que c'était pas en accordance avec moi en fait.
Et puis, ouais, la seule personne que je regarde, c'est toi un peu sur la télé. On va vous expliquer qui est Prime, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une des rares personnalités que je vous recommande. Vous avez 26 ans, votre destin est exceptionnel. Vous êtes youtubeur, rappeur, primer, on peut même inventer ce verbe, tellement votre vie est incroyable. Un peu, ouais. On vous surnomme Prime, mais votre vrai prénom, c'est Amine Mekri. Vous avez grandi en Seine-Saint-Denis, à La Courneuve, dans la cité 4000. Vous commencez le football américain à l'âge de 14 ans. Ouais. Vous partez de chez vous à 17 ans. Très vite, vous devenez champion et vous vous retrouvez classé parmi les 50 meilleurs joueurs du monde. Et là... Attendez. Ça part en vrille après. Et là, vous vous blessez, accident. Vous restez alité 3 mois. Et vous avez dit, mais il faut que je trouve un sens à ma vie, à ce que je veux faire de ma vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout que j'avais beaucoup parlé, tu vois. C'est quand t'es sportif, que tout marche, t'es pas un peu sûr de toi, mais un petit peu quand même. Mais en vrai, quand la réalité m'a rattrapé, je me suis dit, ouf. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de faire des vidéos ouais. De vous en train de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Bah, en fait, je faisais que ça, vu que j'étais alité, avec ma play. C'est-à-dire, je commençais à jouer, les gens ils commencent à adhérer à ma personnalité, etc. Et j'étais jamais un super gros joueur, en fait. Ma force de jouer, je faisais que ça. Et de là, vous avez dit, je vais faire autre chose. C'est qu'en fait, je vais faire des vidéos sur ma vie. Ça s'appelle des vlogs, où on se filme tout le temps sur YouTube. Et à l'inverse de plein de youtubeurs qui font les humoristes ou qui essaient de montrer une vie de rêve sur les réseaux sociaux, qui montrent des endroits super, lui, il montre des trucs éclatés. Non, mais vraiment. Tu sais, la vie, c'est pas toujours un plateau télé, tu vois. Ouais. J'essaie de faire au mieux. Enfin, c'est une vie d'entrepreneur, en vrai, tu vois. J'essaie de m'en sortir comme je peux, avec le peu de moyens que j'ai. Et en vrai, c'est ça, je me dis. Mais c'est ça qui a fait votre succès, c'est que vous n'avez pas menti aux gens, il n'y a pas de filtre chez vous. Tout ce que je peux faire, vous pouvez tous le faire. Je filme avec mes téléphones, c'est tout. Je mets tout mon cœur dans mon projet. Si ça marche, tant mieux. C'est comme là, on va faire l'Olympia. Mais ouais. Mais il y avait des gens de mon équipe qui me disaient non, on va pas réussir. Mais là, c'est fou ce qui est en train de se passer. Vous êtes déjà plus de 330 millions de vues sur YouTube, 1,5 million d'abonnés sur votre chaîne, et vous faites un Olympia complet, parce que vous faites aussi de la musique, sans promotion, sans maison de disque. C'est lourd. Est-ce qu'on peut écouter la musique de Prime? Oh, lourd. Pas de nuit, encore moins d'arriver. Vidéo sur basket, le plus c'est joueur pro. Donc, on le rappelle, hein, sans jamais avoir fait de télévision, sans maison de disque, on se retrouve devant 10 000 personnes. 18, ouais. 18 000 personnes. Les sons, ils sont faits dans ma chambre. C'est aux Ardentes, en Belgique, c'est ça? Ouais, aux Ardentes. Trop cool. Ouais, même moi, je réalise pas trop, tu vois. Chaque fois, on me dit on peut pas faire, je dis bah, on va voir. Et en fait, non, on peut le faire. Mais elle vient d'où cette détermination de dire on peut tout faire soi-même? Je sais pas, à chaque fois qu'on m'a dit je peux pas faire quelque chose, je l'ai fait. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit tu peux pas faire ça, bah, je vais faire ça. Ça représente combien d'heures de travail, tout ça, en vérité? C'est incalculable. Même là, avec l'Olympia, etc., je dors pas, en fait. Je dois faire les vidéos pour promouvoir le concert. C'est moi qui monte les vidéos, c'est nous qui appelons pour tout. C'est genre, s'il y a une lumière qui s'allume pendant l'Olympia, pendant mon show, je sais c'est laquelle, en fait. Tu vois, parce que c'est moi qui l'ai commandé, en vrai. Il y a personne d'autre qui fait... Ouais, on fait tout. Encore 2 concerts et j'ai ma licence de spectacle. Pas mal. Nouvel album, Monsieur Sall. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous vous appelez Stanislas Dinga Pinto. Vous avez 25 ans. Niska, le grand public, vous a découvert aux côtés de Maître Gims dans Sapé comme jamais. Ouais. Niska, c'est plus de 800 000 disques vendus en 6 ans et 1,4 milliard de vues sur YouTube. Est-ce qu'il y a 5-6 ans, vous disiez ça va m'arriver? Non, impossible. On n'imaginait pas. Vous faisiez quoi avant la musique? Avant la musique, je faisais des études d'éducateur spécialisé. En fait, je voulais être éducateur, donc j'étais en formation. C'était une formation de 3 ans. Je crois que je suis arrivé au bout d'1 an et demi. Et là, la musique, elle m'a court-circuité, tu vois. Donc, il fallait faire un choix. Et en même temps, vous avez réussi votre métier parce que tous les enfants veulent être Niska aujourd'hui. Ouais. Donc... L'album, c'est Monsieur Sall. Sur ce nouvel album, on retrouve des collaborations avec Cobaladé, avec Eus l'Enfoiré, avec Nino, avec Booba. Quand l'album a été lancé, il y a eu carrément des projections sur l'Arc de Triomphe, dans plein de quartiers en fait, de France. De Paris, ouais. Il y avait une envie en fait, de court-circuiter les méthodes traditionnelles de promotion. Ouais, c'est ça en fait. Je voulais vraiment un truc assez gros. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai travaillé longtemps sur cet album. Ouais, j'ai fait 9 mois enfermé dans un studio.
Donc je me suis dit que quand ça sort, il fallait vraiment que tout le monde soit au courant. Et tu affirmes clairement aussi dans l'album vouloir monter un empire. Ouais, mais c'est vraiment en fait monter un empire, monter aux jeunes que voilà les gars, suivez-moi, moi c'est juste le travail mon truc en fait. Voilà, travaillez, peu importe ce que vous faites, travaillez, allez jusqu'au bout, croyez en vos rêves, tu vois. C'est un peu ça l'empire qu'on veut monter. Tu vois, il n'y a pas que la musique, il y a le foot, il y a le travail, il y a l'école, il y a tout, mais baisse pas les bras, crois en toi. En tout cas, moi j'y ai cru, regarde, ça m'a ramené où, c'est tout. Vous commencez à jouer à Paris dans les petites fêtes. Après, vous dites je pars aux États-Unis. Tu me tutoies, je te dis. Ouais, tu pars aux États-Unis. Tu rencontres un producteur qui est Clinton Sparks, qui te dit voilà, on va fonctionner à l'américaine. Et aux États-Unis, en fait, je vous explique comment ça marche. C'est qu'il y a souvent des équipes de compositeurs, de producteurs qui proposent à des pop stars des morceaux, et en l'occurrence Lady Gaga. Lady Gaga prend des morceaux, aucune reconnaissance pour DJ Snake. DJ Snake dégoûté de la musique, et après. Mais avec du recul, moi je remercie Gaga et tout le monde. Salut Gaga. Clinton Sparks, même Steve, mon manager, qui me donne cette chance en fait. Et même si sur le moment, beaucoup de frustration, beaucoup de déception et un dégoût, mais j'ai beaucoup appris en vrai. C'est ce qui m'a permis ensuite de pouvoir tout déchirer. C'est toute cette époque, Lady Gaga, etc., où j'ai beaucoup appris, j'ai été déçu, j'ai pris plein de baffes dans la gueule. Mais je suis rentré avec plein de choses, avec plein de leçons. Mais de ces leçons et de cette grosse galère, parce que financièrement c'était très compliqué. Mais une fois que tu es dos au mur, en fait, tu n'as pas le choix. Ouais. Et je suis quelqu'un de déterminé, je suis quelqu'un de passionné aussi. Et j'ai une certaine fierté, ça doit être mon côté algérien. Et j'ai pas voulu baisser les bras. Et voilà, au dernier moment, j'allais vraiment prendre un taf. Et au dernier moment, ça a pété pour moi. Et voilà, tout a changé. Et ça a pété avec ce morceau, Turn Up For What. En fait, ce morceau, c'est un succès auquel vous-même, vous ne vous attendiez pas du tout. Vous dites, il y a 4 mots, il n'y a pas de refrain, il y a juste une montée. Et pourtant, en fait, il va y avoir 10 millions de singles vendus. Il va arriver jusqu'à la Maison-Blanche. Et Michelle Obama, en 2014, va l'utiliser pour sa campagne de lutte contre l'obésité. Campagne que je n'ai pas vue, malheureusement, sinon je ne serais pas là. Turn up for what? Avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu changer ma vie avec un morceau de débile comme ça? À aucun moment, tu te dis, ce morceau, il va passer à la radio, ce morceau, il va vendre 10 millions, et ce morceau va me changer, toute ma vie, de toute ma famille, de tout mon entourage. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu deviennes la victime de ton succès. Tu vois, faut savoir prendre du recul à certains moments, il faut savoir revenir à la vie réelle. Là, par exemple, hier à Los Angeles, c'était mon dernier show de l'été. Voilà, là, je suis en repos pendant à peu près 2 mois. Là, je vais revenir à ma vie, truc simple. En fait, quand on enlève les lunettes, on est anonyme. Exactement. Je vais prendre le métro, je vais refaire une teinture, lunettes enlevées. Plus de teinture, je vais raser mes cheveux, je vais aller faire, je sais pas, des conneries, des barbecues, des bowling avec mes potes. La schizophrénie, vous en parlez dans cet album. Vous dites voilà, je connais le succès, je suis dans un autre monde, mais en même temps, c'est impossible pour moi d'oublier d'où je viens. Et je me sens pas à l'aise en fait dans la bourgeoisie. Je me sens pas à l'aise dans l'aristocratie. Je le dis, je dis que j'arrive pas en fait. J'arrive pas à faire semblant. Tu vois, c'est un monde, c'est bien. Je suis arrivé malgré moi, mais au final, c'est un monde qui me donnait envie quand j'y étais pas. Mais une fois arrivé, je me dis non, en fait, je suis pas chez moi ici. Je préfère quand je suis avec mes gens du quartier ou avec ma famille, où je me sens plus à l'aise dans ces endroits-là, quoi. C'est possible de le rester quand on est. Bah moi j'y arrive. Ouais, quand on est Niska maintenant. Moi j'y arrive. Ouais. En tout cas, je me donne les moyens pour et ça va pour l'instant, ça marche pas mal. Après, je peux pas y être non plus à H24, mais j'essaie vraiment de venir me ressourcer de temps en temps, que ce soit au quartier ou dans la ville ou tout ça. J'essaie vraiment de le faire. Pour moi, tu me dis si j'ai tort, mais c'est vraiment le message de cet album. C'est de dire, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, il faut garder les pieds sur terre. Vu l'endroit d'où je viens, je peux pas être quelqu'un d'autre. C'est plus fort que moi. Et même au final, quand je sors de ces endroits-là, là où je me retrouve, c'est ce qui ressort de moi. Tu vois? Donc au final, même si je veux le quitter, ça reste en moi en fait. Tout simplement, c'est comme ça. Donc Niska, c'est pas de showbiz? Non, j'aime pas. Pas de petit four? Pas de soirée branchée? De temps en temps quand même. Je suis pas non plus, mais c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff. Je crois qu'il faudrait faire le ménage là.
Non mais je suis sérieux, viens, on nettoie un peu là. Ouais, vas-y, ta gueule. Arrête, vas-y, on se lève, on frotte là, c'est dégueulasse. Et pourquoi tu me prends la tête là? Je suis bien, je suis tranquille. Va parler avec lui là-bas au fond, il t'aime bien là, vas-y. J'ai même pas remarqué, il y avait un mec au fond. Ah super, vas-y, va parler avec lui. Non mais j'irai plus tard parce que là on va faire le ménage là, vas-y, bouge ton cul. Ah vas-y, viens, on y va demain là, laisse tranquille là. Non mais demain on n'aura pas besoin de le faire parce qu'en fait on aura déjà fait le ménage aujourd'hui. Vas-y, lève-toi là. Ok, vas-y, on prend un café, on fume une garo, on se met dans l'état d'esprit quoi. Moi je suis déjà dans l'état d'esprit, y a que toi tu pues la merde. Moi je pue la merde moi? Oui. Eh mais tu parles super mal toi. Eh tu sais quoi, j'allais le faire le ménage, comme tu parles mal, bah tu sais quoi, je le fais pas. Voilà, chais, ça t'apprendra à mal parler aux gens, tiens, bien joué. Donc t'as 8 ans. Ok, on y va. Oh. Allez. Oh, le faux mouvement, putain. Oh, le cuisseau, quoi. Ah putain. Attends, là, si je comprends bien, t'es en train d'essayer de te persuader toi-même que t'as mal quelque part. C'est ça la tentative, là. Donc, t'as 4 ans. Nous, on est dans une tête avec un mec, il a 4 ans. Et on doit composer avec, hein, et affronter la vie de tous les jours avec ce gars-là. On va le faire, c'est bon, on va le faire. Bah, pas d'inquiétude, on va s'en sortir. Hein. On a compris la blague. Moi, j'ai plus peur de rien, il y a lui devant. On a compris la blague. Super. Il t'écoute. Personne t'écoute là. En coloriage, on va cartonner. Putain, ça me rend fou. Toujours moi qui fais le ménage chez moi. Ça me fait péter les plombs. Oh, putain. Bah, tu sais quoi, je laisse comme ça. Voilà, c'est ma déco. Qu'est-ce que je te dis? C'est chez moi, c'est joli, je fais ce que je veux. Vos desserts sont très bons, mais ils sont aussi très beaux. Et on a l'impression que vous êtes pile dans votre époque, c'est-à-dire l'époque Instagram. Oui. Je travaille beaucoup. Et j'ai une fille qui est revenue dans le laboratoire, qui était cuisinière, elle est venue me voir, elle me dit « Chef, ce que vous faites, c'est dingue, il faut le faire connaître dans le monde entier. » Je dis « Mais moi, je veux juste faire des bons gâteaux, je veux juste vraiment beaucoup travailler, je veux être un des meilleurs. » Elle me dit « Mais il faut s'exposer. » Je dis « Mais comment ?» Elle me dit « Mets-toi sur Instagram. » Je dis « Mais je connais pas, ça c'est quoi ?» Et elle me dit « Tiens, tu te mets la première photo et tout. » Pendant une semaine, elle a galéré pour me mettre. J'ai mis la première photo, j'ai reçu 500 likes. J'ai dit « C'est qui tous ces gens ?» Mais je connais pas tous ces gens. Et après, petit à petit, il a 4 ans, l'Instagram 5 ans. Et ça a pris une vitesse... En fait, je fais les choses que j'aime. Il y a 1,4 million personnes qui vous suivent. Ouais, mais en fait, je suis quelqu'un de tellement simple que je m'en rends pas compte et je fais les choses comme je les aime. Je fais les choses pour rendre les gens heureux. Donc c'est pour ça que ça marche et ça va très très vite. Parce que tout ce que je fais, c'est apparemment physiquement Instagrammable et bon. Chez Click, on considère qu'un album de Niska, c'est un événement. Donc on fait un face-à-face, comme quand on reçoit un grand écrivain, comme quand on reçoit un grand comédien. Et j'ai l'impression que tu as totalement fait le deuil de la télé. Que tu vas même plus, que tu en as marre des mêmes questions. Ah, mais moi, j'y vais pas. J'ai arrêté. Tu sais, pour aller sur un plateau, pour te faire dénigrer, ça sert à rien. Moi, je préfère, je viens, je parle avec toi, on se comprend, tu sais de quoi tu me parles, tu connais mon album, tu connais mes gimmicks, tu as écouté le truc, ouais, là, on parle. Si tu viens juste pour me parler de ma cité, me parler de ce que je peux dire de mes phrases, me descendre et tout, non, ça me sert à rien, ça. C'est pas de la promo, au final. Ce que tu dis dans l'album, dans Des flingues et des roses, tu dis « J'ai toujours eu le mauvais rôle, quoi que je dise ou se fasse, ils ne chercheront que mes lacunes. » C'est la vérité. C'est parce que je viens du mauvais endroit. C'est malgré moi, en fait. Ils cherchent pas à savoir ce qu'il y a au fond, le personnage, c'est de comprendre. Ça arrête à ce que je mets dans mes clips ou simple, c'est comme ça. C'est quoi le bon endroit? Bah, je sais pas. Moi, pour moi, je suis du bon endroit, mais je sais que malheureusement, c'est pas perçu comme. Et moi, pour moi, d'où je viens, c'est le meilleur endroit du monde. Mais tu as conscience d'avoir aussi un public plus large que les médias qui ne t'invitent pas ou qui ne te respectent pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu es beaucoup plus suivi qu'une émission de télévision. Ouais, quand même, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me base un peu sur mes réseaux et de mes alliés, les gens que j'aime bien, comme Watt, et comme Rapelite, comme voilà. On bosse avec ça pour la promo et ça suffit. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin des médias pour vendre? Absolument pas. On est en 2019, réveillez-vous. Sur Instagram, je fais plus de vues que le journal de TF1. Comme nous. Exactement. Mais c'est la vérité. C'est qu'à un moment donné, pourquoi aller faire une interview qui sera dirigée à des fins qui ne seront pas à mon avantage, disons, avec des gens qui ne connaissent pas ma culture, qui connaissent pas... C'est plutôt ça le souci, parce que le boulot d'un journaliste, c'est pas forcément d'être à ton avantage. Non, ouais, mais clairement. Mais le truc, c'est un gap culturel, en fait. Mais si à partir du moment où, dès le début, la personne sait pas ce que je fais, comprend pas le monde des DJ, comprend pas le monde de la musique électronique, et les questions seront nazes, les réponses seront nazes, perte de temps, je préfère aller me reposer, dormir, parce que je dors pas beaucoup dans ma vie. Et
Et je préfère bosser avec des gens qui comprennent notre culture et qui sont passionnés. La passion, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que tu as toujours fait partie de cette culture en France, que ce soit le rap, l'électro, etc. Et tu es passionné. Il y a plein de choses que tu fais par passion, et je le sais, quand je le vois, je me dis, tu vois, ça, c'est pas forcément un truc qui va apporter quelque chose à son business. Mais le mec, il est bousillé par cette culture. Mais c'est pareil. Et voilà, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On se comprend, on n'a même pas besoin de... On ne s'est pas parlé avant l'interview. J'ai pas besoin de me dire, attends, mais Mouloud, tu veux parler de quoi? Quel sujet on va aborder? Non, je viens, les mains dans les poches, et je sais que ça va rouler, parce en tout cas, merci d'être là. On parle le même langage. Merci beaucoup. Merci, William. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec un petit avant-goût sur la musique de DJ Snake, évidemment. Angela, moins qu'est bonjour. Faire des câlins poussés. Disons-le. Cupidon a fait son travail. C'est quand même un peu la classe. C'est cool, hein? Mais c'est la France.